Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 29e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Caton, une BDiste et autrice jeunesse à qui l'on doit de nombreux magnifiques et hilarants albums dont le plus récent en date, Salade de fruits, publié ces jours-ci aux éditions Pow Pow. Caton, salut! Allô? Merci beaucoup de m'accorder de ton précieux temps dans une semaine que je devine folle, puisque c'est cette semaine qui est paru Salade de fruits aux éditions Pow Pow. Un album hilarant, psychotronique. Moi qui est chauve, j'avais l'impression d'être échevelé, c'est peu dire. Donc, félicitations pour Salade de fruits. Oh mon Dieu, quel album qui fait du bien à une période où tout est tellement dur, glauque. Oui, Ça c'est fait vrai. du bien. C'est comme une dose d'insouciance et d'innocence. Merci beaucoup. Merci à toi. D'ailleurs, ça s'est bien passé, ta semaine de lancement, de parution. T'es Oui, contente? absolument, oui, c'est ça. C'est bizarre parce que ça me donne pas la même impression que quand je lance mes autres livres qui sont vraiment faits, tu sais, à temps plein, mettons, pendant un an. Puis que là, j'arrive comme à la fin, je boucle tout. Puis là, après ça, c'est comme la récompense, tu sais, c'est ça, un an de travail à temps plein. Là, c'est comme des strips qui ont été faits sur plusieurs années. J'ai eu comme un rush pour boucler le livre quand même, mais ça donne un effet comme d'accomplissement, un petit peu comme plus sur le long terme. Puis c'était le fun de fêter ça avec, c'est ça, les lecteurs et mes amis. Est-ce que c'était une manière justement de renouer avec tes débuts? Parce que moi, je t'ai découvert en lisant ton fanzine 3 secondes plus vite en 2011. Il y avait aussi chez Colosse Super Lune, qui était paru Et peut-être un an ou deux après. Le fait que ces strips-là, est-ce qu'ils ont été 100% d'abord publiés en première fenêtre sur Instagram ou il y a quand même de l'inédit à travers l'album? j'ai fait un peu d'inédit pour le livre, une fois que j'ai su que c'était vraiment comme officiel que j'allais publier ça. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai en tête que j'allais éventuellement faire un livre avec les strips que je mettais sur les réseaux sociaux. Mais j'avoue que je ne l'ai pas vraiment associé à mes débuts, mais c'est vrai que ça a vraiment un lien avec ça parce que c'est vraiment le genre de travail que je fais depuis vraiment longtemps, même mon adolescence, mettons, fin adolescence, début adulte, comme c'était quelque chose que je faisais avant de faire vraiment de la bande dessinée plus sérieusement. Des strips, je faisais ça avant même d'avoir un blog. C'était quelque chose que je faisais comme pour le fun, pour montrer à mes amis, pour faire rire. Puis éventuellement, là, j'ai commencé à faire comme, c'est ça, des fanzines puis des livres que je prévoyais comme plus sérieusement. Mais cette pratique-là de faire des strips sur mon quotidien, on dirait que j'ai tout le temps un peu vu comme une partie comme à part de mon travail, comme si c'était... C'est ça, je réalise récemment que c'était comme souvent une façon pour moi de faire un strip de comme procrastiner au lieu de travailler sur d'autres contrats que j'avais, ou comme quelque chose qui était le fun à faire, ça me prenait comme quelques heures, puis là, c'était fait, je le publiais, j'avais du feedback tout de suite. Fait que j'ai longtemps vu ça comme, ah oui, je fais ça, mais c'est pas sérieux, comme ça fait pas vraiment partie, ou comme si je dévaluais un peu ça dans ma tête. Puis là, récemment, surtout comme en regardant, bon, j'en ai fait combien, là, de ces bandes dessinées-là, quoi, dans les 7 dernières années, mettons. Puis de réaliser que finalement, je suis vraiment fière de ce travail-là, puis que certains de mes collègues aussi, c'est leur partie préférée de mon travail, comme c'est vraiment spécial pour moi d'entendre ça, parce que finalement, ça me fait réaliser, c'est vrai, c'est une partie de mon travail qui est vraiment légitime, puis qui est précieuse pour moi aussi, là, finalement, parce que ça me permet c'est vraiment un style différent de ce que je fais, mettons, en fiction, et tout ça. Ouais. Fait que c'est ça, c'est plein de choses qui se mélangent pour moi, d'essayer de réévaluer dans ma tête comme c'est quoi cette partie de mon travail-là. Il y a vraiment quelque chose, on sent une spontanéité, une fraîcheur. Et c'est peut-être pour ça que j'associais ça à l'aspect fanzine, parce que quand on conçoit un fanzine puis qu'on le lance dans le monde, c'est un genre d'instantané. Ouais, Malheureusement, c'est pas pérenne, un fanzine. Ça disparaît, ça naît, puis ça disparaît, mais ouais. il y a comme une folie. Il y a quelque chose, moi, que j'ai retrouvé dans Salade de fruits de cet aspect-là. Euh, mais là, évidemment, un fanzine, comparé à, par exemple, les médias sociaux, c'est qu'effectivement, tu as des réactions spontanées. Ouais. Là, tu m'excuseras, moi,
j'ai pas assez de 24 heures dans ma vie, dans une journée pour vous suivre sur vos C'est vraiment médias sociaux respectifs. chanceux. Alors, je dois t'avouer que je suis pas étonné, mais je connaissais pas cette portion-là de ta production. Donc, moi, j'ai vraiment découvert ces strips-là avec l'album. Oui, mais je pense que ça va être le cas de beaucoup de gens quand même. Tu sais, il y a une partie des gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de monde qui ne me suivent pas là-dessus. Puis il y a des gens qui vont tomber là-dessus au Salon du Livre, puis ils n'auront pas le contexte de ça a été prépublié. Puis je trouve ça vraiment le fun aussi que ça montre, en tout cas pour moi, d'entendre ça, ça me montre que ça fait quand même un livre qui se tient ensemble, tu sais, puis qu'il y a rapport, là. Ah oui, non, mais c'est un livre qui existe en lui-même. En fait, c'eût été bête de ne pas le publier, vraiment. D'ailleurs, ce projet-là, c'est toi qui as abordé Luc, c'est Luc qui t'a relancé. Comment tout ça s'est structuré, ce projet-là? À la base, je me souviens plus, ça fait comme, c'est ça, quelques années que je pense que c'était peut-être moi qui était comme, ah, à un moment donné, j'aimerais ça faire tiens, un recueil de tout ça. Il y a des strips qui sont dans ce livre-là qui concernent mon amitié avec ma collègue et amie Iris. Quand Mhm. on part comme en chalet ensemble, on se voit, comme on a tendance toutes les deux à faire des strips, elle aussi a fait de la bande dessinée, beaucoup. Puis ça, ces bandes dessinées-là, on les a publiées ça dans un fanzine qu'on avait comme auto-édité. Fait que déjà, il y avait cette idée-là derrière la tête que, ah oui, on peut comme faire des recueils de ça. Puis la dernière fois que j'avais regardé, il y a quelques années, j'en avais assez pour faire un livre, mais tu sais, ça aurait fait un livre de genre 80 pages. Fait que je trouvais que c'était peut-être pas assez. Puis je trouve que ça gagne à être comme en grande quantité, ce genre de choses-là. Sinon, ça se lit un peu vite. En tout cas, ça se mange comme des chips, là. On en veut tout le temps plus. Fait que là, Mais c'est exactement l'analogie que je m'en allais utiliser. C'est que ah quand ouais, tu te rentres le bras dans un sac de chips, t'es fait, tu oui, vas au bout. C'est ça, cet oui. album-là. Fait que c'est ça, je pense que là, en plus, dans les dernières années, j'en fais comme de plus en plus de ce travail-là. Puis ça devient, je pense qu'avant, c'était un petit peu plus comme vraiment pour faire rire. Puis là, récemment, on dirait que je suis allée, des fois avec certains strips aussi, dans un mode un petit peu plus comme doux, amer, ou est-ce que des fois, comme c'est un petit peu plus réflectif ou comme un petit peu plus abstrait. Puis là, ça, je sais pas, ça rajoute une petite couleur, ça aussi. Fait que on dirait que je m'amusais plus moi-même à comme chercher d'autres façons de faire des strips. Puis, fait que en quelques années, comme les dernières années, on dirait que j'en ai accumulé encore plus, comme à une plus grande vitesse. Puis là, récemment, ça me tentait aussi d'avoir une nouveauté adulte parce que j'ai fait beaucoup de livres jeunesse comme dans les dernières années. Puis là, ça me tentait de republier quelque chose chez Papa. Ça faisait longtemps, depuis 2020. Fait que, Ben, en fait, oui, depuis Scooby-Doo, qui était oui, en soi un album qui avait été prépublié en fanzine, ça je m'en souviens, oui, trois ou quatre fanzines. ouais, On est encore dans Scooby-Doo, on est dans le domaine un peu psychotronique. oui. Donc, il y a une certaine, je dirais, une certaine familiarité avec salade de fruits, mais comme c'est du polar déconstruit, en fait, Oui, c'est ça. Scooby-Doo. Oui, Mais, mais dans sa déconstruction, il y a quand même une construction, alors que là, dans Salade de fruits, là, tu es vraiment dans l'exercice du strip. oui. Puis ça a l'air tellement facile quand on te dit, puis on le sait que faire du strip, c'est l'affaire probablement en bande dessinée la plus difficile. En tout cas, c'est ce que la grande majorité des auteurs et autrices m'ont dit. Est-ce que tu confirmes ça d'ailleurs? Ben, moi, mettons, j'ai l'impression que c'est un muscle que je possède, de faire du strip, comme c'est, dans le sens que la forme du strip, elle me vient naturellement. Après ça, je pense tout le temps, moi-même, je pense tout le temps, ah oui, je vais faire un strip, ça va me prendre une demi-heure. Après ça, je vais continuer de travailler sur mes autres affaires. Finalement, ça prend comme 5 heures faire un strip. Puis là, je suis comme, ah oui, c'est vrai, hein, ça m'a pris toute la journée. Fait que ça, je me trompe encore moi-même, mais moi, il y a les muscles que j'ai pas en bande dessinée, c'est comme le dessin éditorial ou comme, tu sais, faire une image, puis là, il y a comme un meaning derrière ça, puis de la narration comme en une seule affaire, comme, c'est ça, je trouve ça vraiment difficile, je trouve ça impossible. Comme si j'essayais de faire fonctionner comme une troisième jambe que j'ai pas, comme c'est un muscle que je possède pas. Mais Oui, c'est mais ça. est-ce que c'est un muscle que tu possèdes pas ou c'est juste un muscle que t'as pas encore exercé? Parce Peut-être que que, c'est comme un muscle atrophié que j'ai pas d'intérêt à bouger tant que ça, non? Comme c'est peut-être que c'est comme le strip pour moi, c'est l'occasion, c'est comme plein de petites histoires dans le fond que je trouve intéressantes parce que les idées ils me viennent pendant la journée, comme on dirait qu'ils se présentent à moi quand je parle à mes amis, comme quand je me promène dans la rue, je vois quelque chose, puis là, ça me donne des idées, puis c'est juste comme une façon.
c'est vraiment une façon de raconter des histoires. Pour moi aussi, je vois vraiment ça aussi comme un exercice de journal intime, un peu, pour moi-même. Parce que j'ai des journaux intimes aussi que je tiens depuis mon adolescence. Puis quand je regarde mes vieux cahiers de strip, ça me donne cet effet-là aussi d'être en train de relire un journal parce que je me rappelle comme des tout petits détails, tu sais, du quotidien ou comme quelque chose que mon ami a dit que j'ai trouvé drôle, comme je revois les différents personnages comme de ma vie. C'est tout comme de mes amis, de ma famille. Fait que c'est un petit peu pour ça aussi, peut-être mon intérêt pour cette forme-là. Là. Mais en même temps, bon, c'est de l'autobiographie, mais les lectrices et lecteurs, on plonge dans ton livre, puis il y a des moments où c'est très exagéré Oui, ou magnifié. ouais, Donc, en quelque part aussi, il y a le jeu de l'autofiction, parce que on sent souvent, finalement, que oui, l'étincelle vient d'un moment de ton quotidien, ouais, mais il y a quelque chose autour qui se construit, oui. qui, Oui. qui nous amène complètement ailleurs. Tu parlais tantôt d'Iris. Bon, évidemment, avec Iris vous avez collaboré ensemble sur la liste des choses qui existent. Euh, donc, on sent toute la connivence entre vous deux. J'ai beaucoup ri avec Sophie Bédard parce que là, Oui, c'est vrai. il y a comme un. Évidemment, ben moi, je soupçonne que c'est un faux beef, là, que c'est Bien une. sûr, bien sûr. Mais Dieu que c'est drôle parce qu'en même temps, en même temps, bon, on sent bien que c'est une blague, mais en même temps, c'est tout à fait plausible aussi. Il y a comme quelque chose. Donc, je pense que c'est là aussi, le fil est tellement mince qu'encore là, on trouve ça très drôle. Puis aussi, c'est cette manière que tu as de raconter, entre autres choses, des pans de ta vie professionnelle. Donc, faire de la route, aller travailler sur un album, aller dans des festivals. Oui, Et tu as une manière très, très personnelle et drôle de mettre ça en scène aussi, ce qui fait que quand on te lit, on n'a pas l'impression qu'on a déjà lu ça 25 fois. Il y a vraiment quelque chose de frais par rapport à ça. euh, Euh, Bravo. compliment-là, merci beaucoup. Oui, c'est ça. J'espère que c'est accessible, en fait, tu sais, c'est ça, les gens autour de moi, c'est beaucoup mes amis maintenant, des gens du milieu du livre. Puis j'espère que c'est assez, tu sais, personnel pour que même quelqu'un qui s'en sac de ce milieu-là, comme ça soit quand même intéressant, tu sais, à lire, même si peut-être que ça donne un peu une fenêtre sur c'est quoi la vie d'une autrice de bande dessinée, là, justement, de beaucoup être dans mon salon, puis de temps en temps être beaucoup dans l'auto pour aller dans d'autres villes, dans des salons du livre. Euh, donc, tu le disais d'entrée de jeu, en marge de ta pratique d'autrice de bande dessinée, tu as aussi, adulte, dirons-nous, une production plus adulte. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu excelles aussi dans l'univers jeunesse. Attends, là, il y a le titre qui m'échappe. Tu as fait 4 albums. Oh, zut, excuse-moi. Puis, de Mimose et Sam, ça s'appelle. Oui, Mimose et Sam. C'est-tu bon, ça? C'est-tu formidable, cette série-là? Euh, mais donc, tu travailles aussi autant en livre illustré qu'en séquence narrative aussi au niveau jeunesse. J'ai envie de te poser la question, euh, comment tu arrives à te nourrir de ton travail jeunesse vers ta production plus grand public et inversement? Est-ce que tout ça finit par te nourrir? Parce que moi, comme lecteur, j'ai vraiment l'impression que ces deux pans de ta production-là j'ai vraiment l'impression que tu construis là-dessus et qu'à chaque fois, tu réussis à toujours affiner un peu plus. Oui, ben, je pense que ça se nourrit beaucoup. Puis je pense que plus au début de ma carrière, j'avais tendance à vraiment voir ces deux pans-là comme très séparés. Puis plus je fais des livres, plus je me rends compte que, par exemple, en termes de public cible de mes livres, en fait, à chaque fois que je me suis dit, ah ouais, ce livre-là que je vais faire, il y a juste les adultes qui vont le lire parce que les enfants, ça les intéressera vraiment pas. Puis, en fait, à chaque fois, il y a des enfants de tous les âges qui lisent mes livres, comme je suis pas capable de faire un livre que juste les adultes vont lire, comme ça donne jamais ça, j'ai comme pas tout à fait le contrôle là-dessus. Puis, il y a tu sais, je veux dire, il y a pas tant d'adultes je veux dire, il y a plein d'adultes qui lisent mes livres jeunesse à leurs enfants, puis qui les aiment aussi, comme ces livres-là. Fait que je me rends compte que c'est ça, la frontière entre ces deux pans-là de mon travail est vraiment floue. Puis c'est comme, vu que je travaille
particulièrement comme pour les premiers Mimos, c'était aussi pas mal des petites enquêtes policières. Puis mes livres pour adultes, c'est aussi vraiment souvent inspiré de, tu sais, la littérature de genre, tout ça. Ouais. Puis les romans policiers, ben, même les thèmes, j'ai l'impression que je réinvente pas la roue. Tu sais, quand je vais faire un livre jeunesse, c'est comme souvent je prends des choses qui m'intéressent. Mettons, je sais pas, là, dessiner pour Mimos et Sam, ça se passe dans un jardin. Fait que là, ça me donne, euh, ça me donne l'occasion de dessiner comme de la nature, ce que j'aime vraiment beaucoup faire. Puis, en fait, ça me fait beaucoup connecter avec. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'enfants autour de moi tant que ça, mais ça me fait beaucoup connecter avec mes souvenirs puis mes sensations de quand moi j'étais enfant puis que je lisais des livres jeunesse puis qu'est-ce que j'aimais lire. Comme par exemple, je sais que je me rappelle vraiment que j'aimais beaucoup quand il y avait de la nourriture dans les dessins, comme je trouvais que ça avait tout le temps l'air bon, que j'aimais ça chercher dans les images pour voir comme des tout petits détails cachés. Fait que c'est ça que j'essaie de faire comme quand je fais des livres jeunesse. Fait que ça, je sais pas, ça vient chercher comme, tu sais, ça, différentes parties de moi, mais que je vais aussi chercher quand je fais des livres pour adultes, là. Fait que c'est ça, il n'y a pas vraiment de limite pour moi entre les deux, là. Moi, je soupçonne que beaucoup d'adultes qui aiment lire Mimos et Sam parce que, au-delà du fait que c'est formidable, c'est qu'au niveau du dessin, euh, évidemment, tu es un peu désenclavé de la case. Il y a des doubles pages, le dessin respire plus. Fait que tout à coup, il y a ce bonheur aussi de se retrouver et de se perdre et de circuler dans ton dessin. Mhm. Alors que généralement, dans ta pratique d'autrice de bande dessinée, là, on est plus dans de Oui, la case classique. ouais. Oui, c'est vrai. Puis moi aussi, comme j'apprécie de pouvoir faire ça, là, on dirait que juste avec les outils, en fait, avec lesquels je travaille pour faire Mimos et Sam, c'est comme je dessine sur des plus grosses pages, là, j'ai mon crayon de plomb, puis comme je fais des niveaux de gris, comme, puis je me ramasse vraiment les mains sales, comme quand je fais ça, on dirait que pour moi aussi, je suis moins comme en train de dessiner avec un petit feutre sur une petite case, je sais pas, c'est un peu libérateur pour moi aussi de travailler sur des plus grands formats comme ça, avec des outils salissants. Ben, il y a aussi le rapport à la jeunesse, à l'enfance, parce que Oui, quand c'est on joue ça. dehors, on se salit. Quand on joue dans la Oui, terre, dans le sable, oui, puis j'adorais ça, comme mon jouet préféré quand j'étais petite, c'était la boue, là. C'était comme, si ça rentrait chez nous sale, j'allais être contente. Euh, là, il y a une question, je pense que c'est la portion cute de l'entrevue, parce que, bon, t'as depuis peu un petit chien. Oui, Évidemment, tu parles d'une de tes craintes, en fait, dans Salade de fruits, et j'ai trouvé ça très drôle, c'est qu'à partir du moment qu'on a un chien dans notre vie, ça prend beaucoup d'espace. Et j'ai l'impression que proportionnellement au fait que plus il est petit, le chien, plus il prend d'espace. Alors, j'ai un chien à peu près de la même taille que le tien. Et ben voilà, c'est comme un enfant, c'est un être à part entière qui fait partie de notre quotidien. Et là, il y a un moment où, dans l'album, tu parles de cette crainte que de ne raconter que des histoires à propos sur de mon ton chien. chien. En fait, je pensais même pas à ça, puis c'est quelqu'un qui m'a dit, hey, en passant, fais pas ça. J'étais comme, ah, ben non, je pensais pas. Mais finalement, c'est ça, à partir du moment où je l'ai eu, j'étais comme, hey, je vais bien faire qu'est-ce que je veux. En fait, le danger, je pense, puis c'est drôle parce que je suis en train de relire du Peanuts, les intégrales chez Fantagraphique. Puis je lis en parallèle des entrevues de Schulz. Et tu sais, Schulz, lui, bon, c'était une machine. Il a fait Charlie Brown pendant 50 ans. Donc, lui, le matin, jusqu'à midi, il travaillait. Après, il allait jouer au golf ou il allait à son aréna. Mais il expliquait qu'en fait, en entrevue, même si ses enfants étaient rendus grands, ils n'habitaient plus à la maison, ben c'est ça, tu sais, tout était prétexte dans son strip à l'inspirer dans son quotidien. Ben oui, absolument. Mais il abordait aussi cette idée du danger d'être redondant Mhm. et de toujours demeurer les capteurs ouverts et de simplement dépasser son quotidien. Donc aussi ses lectures, les films qu'on voit, la musique Ouais, qu'on écoute. ouais, Et, euh, et on sent dans ton album qu'il y a ça aussi, en plus de cette espèce de fabrication, parce qu'il y a un passage, entre autres, il y a comme une espèce de running gag dans l'album mhm. qui témoigne d'une petite lâcheté de la vie, de Ah, les bananes sont plus bonnes, je les mets au congèle, je vais faire un pain aux bananes. Puis, tu sais, on le sait tout de suite que ce pain-là, il n'existera jamais. Oui.
Et Dieu qu'on se reconnaît dans ces petites choses, Oui. dans ces petites lâchetés-là. Euh, j'ai envie de te poser la question parce que tu me parlais que tu faisais de la bande dessinée déjà jeune. À quel moment la bande dessinée arrive dans ta vie? Oh mon Dieu, ben, je pense que j'ai longtemps été très dessin sans être vraiment bande dessinée, comme j'en consommais vraiment beaucoup quand j'étais enfant. J'ai pas de souvenir de pas lire de bande dessinée, j'adorais ça. Mais en faire, quand j'étais enfant, tu sais, je sais pas, il y a des enfants qui sont vraiment bons en dessin et qui vont faire des pages et des pages de bande dessinée. Il y a des enfants qui viennent me voir au Salon du Livre puis ils me montrent les bandes dessinées qu'ils ont faites vraiment jeunes. Puis je suis comme, oh mon Dieu, j'étais bien trop veg pour faire ça quand j'étais enfant. Comme, je faisais jamais de bande dessinée parce que c'était tellement long. Puis c'est long, j'avais raison de penser ça. C'est super frustrant quand t'es pas bon encore en dessin, comme pour redessiner les mêmes personnages plusieurs fois, comme c'est dur. Puis là, fait que je pense que c'est arrivé plus tard, comme quand j'étais plus comme ado, comme à partir de peut-être 14 15 ans, là, j'ai commencé à comme faire de la bande dessinée plus pour le fun, mais tu sais, une page, deux pages. Je pense que quand j'étais en secondaire 5 à un moment donné, j'ai fait 8 pages de bande dessinée, puis j'étais comme, ça y est, ma saga est écrite, parce que c'est tellement long. Mais c'était plus, mettons, commencer à faire ça sérieusement, je dirais que c'était plus pendant mes études à l'université, j'étudiais en art visuel, puis je faisais pas de bande dessinée comme à l'école. Mais j'ai commencé, je me suis inscrite à un atelier que Jimmy Beaulieu donnait au Cégep du Vieux-Montréal, comme beaucoup de mes collègues. Puis là, à ce moment-là, j'ai rencontré d'autres auteurs, j'ai comme vu que ça pouvait être sérieux, qu'on pouvait, comment ça marchait les fanzines, qui avaient des genres de foires de presse indépendante aussi à Montréal, puis j'ai commencé à fréquenter ça. Fait que c'est plus là que j'ai commencé à intégrer comme le milieu, puis à vraiment me botter les fesses pour faire plus de bande dessinée, puis montrer mon travail aussi. Dis-moi, Caton, là, tu me disais que tu étudiais en art visuel. C'était perçu comment en art visuel, la bande dessinée, à l'époque où tu étais étudiante? C'était pas super bien vu, comme j'étais allée à l'UQAM, c'est ça, c'était comme jusqu'en 2010-2013. Puis il y avait certains professeurs, ça dépendait vraiment des professeurs. En fait, il y en avait que quand ils ont su que j'avais une pratique en bande dessinée, ils étaient super intéressés. Puis que là, moi, j'étais un petit peu comme, ah, mais j'aime aussi comme telle autre discipline. Puis ils étaient comme, ah, mais tu sais, faut pas que tu perdes ta parole en bande dessinée parce que c'est quand même, tu sais, ils voyaient la valeur artistique dans ça. Mais je me souviens aussi de, tu sais, je sais pas, j'avais un cours de dessin d'observation, puis là, comme je faisais mes dessins d'observation, puis dans les marges, des fois, je dessinais des affaires un petit peu plus comme cartoony, mettons. Puis je me souviens qu'il y a un professeur qui était plus comme ah, mais tu sais, je sais pas trop, il me parlait de la texture comme du crayon, des pleins, des déliés, puis là, qui avait comme, mettons, pointé le dessin d'observation que j'avais fait avec comme un trait un petit peu plus organique, puis il était comme, tu sais, visuellement, c'est vraiment plus intéressant que, mettons, ça. Puis là, il pointait les autres dessins que j'avais fait à côté, puis j'étais comme, ben, je comprends, mais en même temps, comme les nerfs. Fait que, puis le fait que ça soit comme des fois très dans la narration, puis le fait que ça soit très illustratif, ouais, c'était pas tout le temps bien vu, puis c'était, tu sais, c'était juste pas une discipline qu'on voyait du tout, là. Fait que c'est ça, c'était peut-être plus si j'avais été en littérature, mais en même temps, tu sais, la bande dessinée, c'est encore des fois vu comme c'est ça, un art un peu de seconde zone, là, de façon générale. Fait que ça m'étonne pas d'avoir eu cette expérience-là à l'école. C'est fou parce que les mœurs évoluent beaucoup plus lentement qu'on voudrait, ben, qu'on voudrait le reconnaître, en fait, parce que ce Mhm. que tu dis là, c'est le discours que Pierre Fournier avait à l'école des beaux-arts à la fin des années Mhm. 60. T'sais. Donc, Ouais. même 40, 50 ans plus tard, on veut espérer en fait que les choses évoluent, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de résistance. Ben oui, je Euh, pense que ouais. aussi ça doit dépendre des universités. L'UQAM, c'était très conceptuel, mettons, comme université, peut-être que dans à une autre place, ça aurait été vu différemment. C'est vraiment dur à dire, mais effectivement, comme c'est assez classique là, comme façon de penser la bande dessinée. Donc, après, tu as fait tes classes à l'école Jimmy Beaulieu, hein, tu n'es pas Oui. la seule. Hein? Beaucoup de gens
et qui sont très actifs dans le milieu. C'est vraiment fou. Oui. Jimmy, c'est vraiment une force de la nature. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai jamais assisté à un cours de Jimmy. Mais pour avoir parlé avec bon nombre de ses, je vais pas dire disciples, parce que Jimmy va me chicaner, mais de ses élèves, de ses anciens élèves, j'ai vraiment l'impression que comme enseignant, il est très, très ouvert. Oui, oui, absolument. Puis ce que j'aimais de ces classes-là, c'est que c'était un cours de bande dessinée, comme il y avait des, tu sais, il donnait des bases, il parlait de certains trucs de dessin ou comme des affaires plus techniques, comme comment scanner tes affaires pour les imprimer après. Mais après ça, comme il voulait pas non plus faire c'était pas un 3 heures de cours de bande dessinée, c'était beaucoup comme il passait, il regardait ce que chacun faisait, puis là, il faisait des commentaires sur ce que tu étais en train de faire spécifiquement. Fait que ça aidait énormément, ben, plus que comme regarder au tableau c'est ça, un cours général sur la bande dessinée. Puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'était comme les encouragements, comme la validation, puis aussi le fait que c'était vraiment un lieu de rencontre là, et de rassemblement. Comme moi, j'ai rencontré de mes futurs collègues là, en grande quantité. J'ai rencontré là, il y avait Sophie Bédard, il y avait Boom, tu sais, il y avait plusieurs personnes qui étaient là en même temps que moi, puis que c'est là que ça m'a fait un peu réaliser comme, ah oui, il y a d'autres personnes que moi qui veulent faire ça, puis ça peut être sérieux, puis c'est dommage le fun. Puis c'est un milieu super accueillant, comme les gens sont pas compétitifs entre eux, en tout cas dans mes collègues proches, je me suis fait montrer tellement d'affaires. Les gens m- je sais pas, il y avait beaucoup comment on dit ça, de transmission de connaissances sans compétition. Fait que ça, je pense que c'est ça qui m'a un peu poussé à aller vers cette discipline-là, ce milieu-là. Est-ce, est-ce que c'est par le truchement de ce cours-là parce que tu as rencontré Iris? Parce qu'Iris, en fait, était déjà diplômée de l'UQO, tout ça, mais parce que tu as collaboré quand même relativement rapidement avec Iris, là, Oui, ouais. dès 2013, en fait, pour le premier volume de la liste des choses qui existent. Oui, je pense que en fait, ça s'est fait par mon blog que j'avais. À l'époque, Ah ouais. je faisais de la bande dessinée, c'était vraiment big de comme avant peut-être les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux prennent plus de place. Tu te faisais un blog bande dessinée, puis là, tu allais laisser des commentaires sur les autres blogs, puis là, comme ça, tu rencontrais, tu étais en contact avec d'autres auteurs. Je pense que quelqu'un lui a montré le mien, puis après ça, de façon très Iris, parce qu'Iris, elle aime beaucoup comme rencontrer les nouvelles personnes qui arrivent dans le milieu, puis elle aussi est extrêmement ouverte à comme accueillir les nouveaux. Tu sais, j'avais juste 21 ans quand on s'est rencontrés, puis elle a 7 ans de plus que moi. Elle aurait pu trouver que j'étais une petite cocoune qui arrivait, mais comme fait qu'on s'est rencontrés parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait mon travail, puis que comme on est allé prendre un café, puis ça a été le début d'une extrêmement belle amitié et collaboration. Mais d'ailleurs, je veux qu'on en parle, la liste des choses qui existent, parce que c'est un travail, moi, qui m'a rappelé un peu dans sa construction L'Ostitcha avec Ziane et Iris, c'est-à-dire que, euh, bon, d'un commun accord, ils racontent une histoire, mais chacune se chargeait en alternance de leur chapitre au niveau des illustrations. Ouais. Est-ce que c'était aussi le cas de la liste des choses qui existent? Oui, c'était absolument ça. OK. Pour faire les livres, on se divisait comme 9 objets chaque, puis là, on allait chacun dans notre coin, puis on faisait nos pages. Puis ce que j'aimais, c'était que vu qu'on se mettait en scène l'une et l'autre, on pouvait se faire dire des affaires, puis comme après ça, c'était la surprise de montrer ça à son ami, puis être comme ah, regarde ce que je t'ai fait dire. Puis là, de se donner comme un peu des personnalités, puis c'est ça, ça faisait un effet de surprise, là. On découvrait l'une et l'autre comme la moitié de notre livre. Ouais, tour à tour en se montrant nos pages. Puis je pense qu'elle et moi, comme beaucoup d'autres auteurs, probablement, tu sais, on va pas nécessairement aimer toujours travailler en équipe, tu sais, s'asseoir ensemble, puis travailler sur quelque chose ensemble à la même place, et ça prend du temps puis beaucoup d'organisation. Fait que le fait Ouais. de pouvoir être, tu sais, faire notre travail normalement, chacun dans notre coin, puis après ça, on a fait un livre à deux, comme c'était vraiment merveilleux pour nous. Puis après ça, faire la promotion ensemble, c'était vraiment le fun. Ben, c'est un peu l'esprit dans la construction du blog hein, qui se poursuit, c'est-à-dire le fait de faire son truc de son côté, mais après de le lancer puis de juger de la réaction de l'autre ensuite. Oui, Puis, ouais. et c'est un format qui sied très bien à la liste des choses qui existent parce que, bon, c'est paru d'abord aux éditions de la Pastèque en 2 volumes, ensuite est paru l'intégrale.
il y a une telle verve, cet album-là, que quand on termine un chapitre, puis c'est comme quand on écoute une série télé, puis on dit Ah, OK, je lis le prochain. OK, je lis le prochain. Il y a comme une. C'est comme. On dirait une partie de ping-pong où la balle ne tombe jamais hors jeu. Donc, on entend, à chaque fois qu'on finit un chapitre, ça fait toc. J'ai l'impression, il y a vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à une adaptation en web série Oui, ouais. à l'ONF. Oui, en 2 saisons, c'est divisé encore en objets. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu inédit parce que c'était un peu fait pour la bourse de création qu'on a eue, c'était une bourse jeunesse. Donc, c'était comme un peu aussi d'adapter plus pour je pense que c'était 10-12 ans, le public. Fait que des fois, il y a des objets qui marchaient moins. Le contenu, tu sais, du livre est quand même un peu crunché de temps en Ouais. temps. Un peu changer les blagues, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir la série. C'est vraiment comme, pour moi, c'est comme si on avait écrit d'autres livres, là. Ben justement, pour au niveau de ton implication, le fait d'aller dans l'audiovisuel, c'est complètement autre chose. De voir juste d'animer des illustrations, ça ouvre un tout autre potentiel que la bande dessinée où on travaille dans l'aspect statique du dessin et Oui, qu'en fait, c'est c'est au vraiment lectrice et à au lecteur, à la lectrice après d'assembler et d'animer tout ça. Est-ce que ça a été pour toi un grand choc de passer dans ce nouveau médium-là? ben, quand même, en fait, de plusieurs façons. Moi, c'est sûr que c'est ça, pour plusieurs raisons, Iris, ça s'est plus impliqué que moi dans ce projet-là, puis j'étais plus comme derrière. Pour la première saison, j'ai fait des dessins supplémentaires pour l'animateur, mais c'est surtout Iris qui a été réalisatrice, puis qui faisait les storyboards pour la deuxième saison aussi. Mais OK. j'ai trouvé ça, pour le temps que j'ai passé à travailler là-dessus, comme la façon de travailler, c'est extrêmement différent. Le fait qu'on est en équipe, on a beaucoup de comptes à rendre, tu sais, c'est comme, c'est vraiment, ça demande plus de communication, alors que quand on fait de la bande dessinée, on est un peu tout seul dans notre coin puis on fait ce qu'on veut. Fait que ça, déjà, c'était quand même très nouveau. Puis, c'est ça, le changement aussi de public, tu sais, puis de devoir un peu regarder c'est quoi le contenu qu'on peut mettre quand c'est pour les enfants. Mais après ça aussi, comme le fait que on faisait pas notre animation, c'était comme des animateurs qui étaient engagés pour faire ça, de voir euh, le contenu bouger. Puis après ça, il y avait des actrices qui faisaient les voix. Ça, Oui. c'était extraordinaire. C'était tellement drôle. Ça me faisait tellement rire. Quand j'ai découvert ça, comme les actrices, nous, on avait fait un démo avec nos propres voix, moi puis Iris, puis tu sais, ça faisait la job, mais on n'est pas des actrices, c'est vraiment pas notre métier. Mais quand mettons, le texte était écrit, puis là, les actrices lisent ça, puis ont des fois une interprétation différente de ce qu'on aurait cru qu'ils auraient fait, tu sais, comme interprétation. Puis c'est drôle, là. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour ça, c'était vraiment comme précieux d'avoir des gens qui étaient des spécialistes de leur métier, là, tout simplement, qui Ouais. travaillent sur le projet aussi. Fait que ça, c'est assez magique, là. Euh, ben oui, parce qu'il y a tout le travail d'interprète Oui, euh, et le regard neuf aussi d'actrice qui tombe et dans ce matériel-là et qui se l'approprie aussi. C'est ça, en fait, travailler en audiovisuel. C'est que comme créateur, comme créatrice, il faut que tu acceptes que plusieurs personnes vont s'approprier ton travail. oui, oui, puis c'est rafraîchissant parce que c'était des livres, tu sais, ça fait déjà quelques années, là, l'adaptation, mais pour moi, c'est mon premier livre. J'avais 23 ans. Fait que comme, il y avait certaines jokes, certains dessins là-dedans que j'étais comme, OK, comme on les sort des boulamites, comme, on va aller les chercher. Fait que des fois, c'était confrontant aussi. J'étais comme, oh mon Dieu, j'aurais pas fait ça, je la trouve plus drôle, cette blague-là, ou pas qu'elle était inappropriée, mais juste comme je suis tannée de la voir, mais là, finalement, avec les yeux de quelqu'un d'autre, c'était le fun, c'était encore du matériel qui était intéressant. Fait que c'était comme beaucoup de lâcher prise aussi, d'être comme, ah, ben, ce contenu-là il est encore le pied de qualité, fait qu'il va être utilisé. Et on a appris il y a quelques mois peut-être que Les Ananas de la colère, ton album qui est paru aux éditions Pow Pow, donc en 2017-2018, dans ces eaux. En 2018, oui, voilà. Euh, qui fera l'objet d'une adaptation en série télé. Oui, en fait, là, c'est un petit peu sur la glace parce que le producteur, c'était juste pour rire. Ah non! Ah Fait que non, c'est non, un petit non, peu non. OK. croché ouais, d'apprendre ça, mais en même temps, c'est ça.
on avait eu du financement pour faire ça. Fait que je pense pas que le projet est totalement mort. On était comme au début de ça. Fait que c'est sûr qu'on va chercher comme un autre producteur parce que on avait commencé à sortir des idées. Puis déjà, j'étais tellement enthousiaste. Moi, j'ai décidé de juste être comme un peu consultante sur le contenu. J'écrirai pas le scénario. OK. Mais Pourquoi? je pense juste que c'est pas mon métier, dans le sens que ça prend. C'est vraiment un cerveau et des connaissances particulières. Moi, je suis bonne pour scénariser une bande dessinée, mais comme des dialogues, penser à comme de la mise en scène, c'est quelque chose qui me vient pas naturellement parce que je connais pas beaucoup ça. Puis, mais j'aimais ça être là pour le brainstorm parce qu'on dirait que ça les- le fait que ça ajoutait, tu sais, on voulait faire un genre de 8 fois 1 heure, tu sais, pour un livre de 120 pages, il fallait beaucoup rajouter de contenu. Ouais. Puis encore une fois, je trouvais ça tellement magique qu'il y ait des gens, comme avec un autre métier que moi, qui arrivaient avec des idées pour rajouter à mon univers. On dirait que ça me stimule vraiment beaucoup. Et ça serait en prise de vue réelle, là. Donc avec des acteurs et des actrices à l'écran, là. C'est pas de Ouais, l'animé, là. non, c'est ça. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, Les Ananas de la colère, c'est un album formidable parce que c'est à la fois un polar qui respecte en tout point les codes du genre, mais vraiment, et en même temps, c'est ça, puis c'est profondément du caton. T'as une manière très, très personnelle d'aborder le genre et de le faire tien. Ah, C'est merci. vraiment particulier parce que donc, les ananas de la colère, ça peut autant plaire à des lectrices et des lecteurs de polar procédural qu'à des lectrices et des lecteurs de comédie. Euh, En fait, ça rejoint plein, plein de gens. Et c'est pour ça aussi que cet album-là a rencontré le succès qu'il a rencontré. Là. Euh, C'était fun de jouer avec ces deux choses-là pour moi, comme c'était mon travail en faisant ce livre-là, je voulais que ça soit, c'est ça, une enquête comme qui se tient. J'ai passé vraiment beaucoup de temps, c'était beaucoup de travail de travailler là-dessus. Tu sais, il n'y avait pas une grosse job scénaristique à faire sur mes livres jeunesse d'avant, ou tu sais, la liste des choses qui existent, c'est un petit peu comme mon petit boucher. Fait que là, il fallait vraiment que je m'assoie et que tu sais, j'invente vraiment une intrigue qui allait se tenir. C'était quand même difficile pour moi. Mais en même temps, l'univers est tellement étrange que c'était aussi juste une excuse pour faire visiter, tu sais, le quartier hawaïen de Trois-Rivières, que j'avais décidé que ça se passerait là, puis j'avais toutes sortes de personnages que je voulais comme insérer là-dedans. Fait que ça fait un peu un mélange de... Je prends ça vraiment au sérieux, mais en même temps, ça l'est pas du tout. Moi, je comprends très bien pourquoi un producteur ou une productrice en fiction télévisuelle, le potentiel, juste au niveau de la direction photo, là, la directrice ou le directeur photo, je veux dire, c'est du bonbon. Là. Oui, ça Euh, pourrait être... D'ailleurs, tu sais que le Tiki Bar à Trois-Rivières, où l'action se passe, bon, là, évidemment, c'est feu juste pour rire, mais ils ont déjà tourné. C'est un endroit où il y a eu des tournages. Même mon épouse, moi, à l'époque où elle travaillait en production télévisuelle comme productrice, elle a tourné Mais ça des m'étonne trucs, là. pas. Oh mon Ouais. Dieu, ça m'étonne pas parce que la déco de ce bar-là, c'est la même déco qu'il y avait en 1964 quand ça a été ouvert, là. C'est le couple qui avait ce bar-là, le Coconut Bar et le motel. Ils sont allés en voyage de noces à Tahiti en 1963, je pense. Puis là, ils ont ramené de la déco par bateau Canada, puis là, ils ont meublé leur tiki bar avec ça, puis c'est encore ça. Comme ça l'a changé un petit peu, mais tu sais, ça paraît que c'est vraiment extraordinaire, là, ce lieu-là. Et ces lieux-là, il faut les préserver parce que je ne sais pas si tu as connu l'espèce de tiki bar qu'il y avait ici à Montréal sur la rue Sherbrooke, Le qui a Conti, été. non, j'ai pas Ouais. connu ça, malheureusement. Oh, mon Dieu. Vraiment triste. Ah, c'est triste parce que ça a été laissé à l'abandon. Il y a eu des vandales, puis finalement, ils ont rasé, puis ils ont construit une tour Ah, c'était d'habitation que personne n'a les moyens de se payer. Là. bien sûr. Ouais. Mais c'est ça, c'est le patrimoine kitsch québécois, ça m'est vraiment cher. On dirait que j'aimerais que ça soit conservé précieusement. Et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Moi, je me souviens de la série documentaire. J'ai connu des gens qui travaillaient là-dessus, là, sur les motels à travers le Québec. Ouais, ah, ça m'intéresse beaucoup, ça aussi. Ouais, et il y a aussi Pascal Lévesque qui avait fait. Ben là, je pense pas que c'est un documentaire, mais la journaliste recherchiste sur les différents stands à patates frites à travers le Québec. Il y a toute cette Wow! culture-là aussi. Ouais, Et ça, c'est précieux. Puis les ananas de la colère,
c'est une contribution à cet acte de mémoire-là. Ah ben merci, j'adore me faire dire ça. Euh, bon, t'as enchaîné après avec Scooby-Doo, Oui, ouais, j'ai fait ça. et encore là qu'on est dans le polar, mais on est dans le polar fantastique. Ouais, le polar un peu déprimant, un peu drôle. Oui, avec un chien un peu largué, un peu. En fait, c'est ça, c'est que c'est les ingrédients. Je pense que quand on lit un de tes albums, Caton, ce qu'on ce qu'on finit par comprendre comme lecteur, comme lectrice, c'est que si on met 5 personnes avec les mêmes ingrédients à nous cuisiner quelque chose, tout est dans la manière de, 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 de manipuler ces ingrédients-là. Et tu as vraiment une manière, à mon humble avis, qui est très, très unique d'aborder les choses. Euh, rapidement, dans ta production, tu as su, mais très, très rapidement, euh, faire en sorte que quand on ouvre un album de Caton, on le sait qu'on est dans un album de Caton et qu'on ne retrouve pas ça ailleurs. Merci beaucoup. Il y a vraiment quelque chose qui est propre à toi, mais en même temps, tu ne t'assois pas non plus là-dessus. C'est qu'à chaque fois qu'on ouvre un nouvel album de toi, on sent qu'il y a toujours une prise de risque, qu'il y a une envie aussi d'évoluer, d'aller toujours un peu plus loin. Est-ce que je me trompe? Ben, j'espère que non, parce que c'est vraiment des beaux compliments. Mais oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un nouveau projet, c'est parce que j'ai un nouvel intérêt, que je veux, juste dans les outils, souvent, je veux changer à chaque nouvel album, je me dis, ah, je suis pas très bonne en, mettons, à utiliser une plume avec de l'encre. Fait que je vais comme utiliser ça, puis je vais devenir meilleure. Fait que là, déjà, juste visuellement, souvent, ça va prendre un autre step ou ça va aller dans une autre direction, à part quand, c'est ça, c'est la même série. Mais oui, souvent, ça va être comme des nouvelles pièces de casse-tête, en tout cas, j'espère que c'est pas redondant. Ah non, pas du tout. Ben, en fait, tu confirmes un peu ce que Jimmy lui-même affirme dans sa pratique, c'est qu'il va changer d'outil Oui. parce que ça va l'amener ailleurs dans sa pratique, puis ça va faire en sorte qu'il ne va pas non plus s'asseoir sur sa pratique. Ouais, d'ailleurs, Jimmy qui s'est mis au dessin sur iPad, moi je pensais que c'était un poisson d'avril. Là. Je pensais jamais, je me suis dit qu'il allait résister toute sa vie. Eh ben non. Oui, je suis encore dans la résistance, moi aussi. Là. Je suis comme, c'est parce que je passe déjà tellement de temps sur des écrans dans ma vie que j'ai pas envie d'en rajouter encore plus. Mais c'est ça, j'essaie. En fait, j'aimerais ça faire un virage encore plus analogue. Comme Ah oui. je fais ma couleur par ordinateur depuis toujours. Puis éventuellement, j'aimerais ça faire la couleur directe. On dirait que j'ai envie de développer plus mes capacités avec les différents outils traditionnels. Ça me stimule beaucoup. Irais-tu vers l'aquarelle? Peut-être la gouache, La je peux pas gouache, ouais. l'utiliser. C'est sûr que en termes de temps, c'est extrêmement long, mais c'est ça. Peut-être pour des livres jeunesse, des choses comme ça. J'ai utilisé pour mon dernier livre jeunesse que j'ai fait qui s'appelle Le dessin trop mignon. C'est un mélange de couleurs numériques et de crayons de feutre, parce que c'est sur le thème du dessin. Fait que je voulais vraiment qu'on sente comme la texture, tu sais, des crayons, tout ça. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai apprécié. On dirait que ça me fait. Quand je suis rendue à travailler juste sur l'ordinateur, pour moi, c'est un petit peu comme ah, ça, c'est la partie plate de faire un livre qui s'en vient. Mais plus je reste longtemps sur le papier, plus j'aime ça. Parce que c'est des parties le fun pour moi. Mais c'est incontournable maintenant, l'aspect numérique dans le Oui, oui, travail. absolument. Oui, c'est ça. J'ai pas le choix de savoir gérer quand même cette partie-là aussi. Là. Là, bon, vient de paraître ton album Salade de fruits. Est-ce que pour un prochain album, tu aurais envie ou tu es déjà en train de travailler sur quelque chose au plus long souffle? Est-ce qu'il y a des genres que tu as envie d'explorer? J'ai beaucoup de projets, comme j'ai une liste de projets que je voudrais faire éventuellement. Là, mon prochain, ça va être un autre livre jeunesse, probablement un autre tome de Mimose et Sam, que je vais essayer de... Si tout va bien, j'aimerais ça que ça apparaisse cette année.
Puis après ça, c'est ça. J'ai comme une liste de projets plus adultes que j'aimerais faire. J'ai des projets qui sont comme peut-être un petit peu plus comme plus fragmentés, pas nécessairement comme Scooby-Doo, mais en fait, j'aimais ça, cette forme-là, parce que c'était comme des cours d'histoire, puis entre les histoires, il y a comme des petits éléments, des pages avec des blagues dessus, comme que ce soit pas comme un long récit. Fait que des récits, des fois, qui mélangent comme des bandes dessinées qu'on me reconnaît plus, dans lesquelles on me reconnaît plus, peut-être, tu sais, des récits un peu drôles mélangés avec des récits un petit peu plus abstraits, mais comme tout sur un même thème un peu, puis mélanger avec juste des gros dessins. Comme on dirait que j'aimerais peut-être essayer d'explorer comme une forme un petit peu plus éclatée comme ça pour les prochains livres. Mais on le sent déjà dans Salade de fruits parce que, par exemple, on arrive à une Hum, page où là, tout à coup, on a nagé dans un lac mal mélangé. Alors là, tout à coup, on nous, là, tu nous sors du cadre à proprement parler, du rythme. ouais. Bon, évidemment, il y a l'arbre à banane Oui. qui, dont les fruits ne deviendront jamais un pain aux bananes. C'est tellement bon du pain aux bananes en plus. Ah oui, évidemment, là, je vois l'illustration en deux cases de la maison qu'on voit sur ton site web d'ailleurs. Oui, oui, absolument, c'est ça. Une genre de Euh, maison qui flotte au vent. Mais c'est vrai que ça, c'est des dessins que j'ai faits un peu ici et là, puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les inclure dans un livre de strip parce que sinon, c'est ça, c'est un peu des dessins, des illustrations qui me sont vraiment chers. Puis après ça, ils sont un peu perdus dans l'univers. Fait que le fait que ça marche un peu comme une anthologie pour moi, ce livre-là. Là. C'est comme ça me permet de conserver le souvenir de des dessins que j'ai faits. le fait que dans Salade de fruits aussi, une bonne partie du livre ait d'abord été publiée en première fenêtre sur les médias sociaux, est-ce qu'il y a quelque chose de rassurant dans la réactivité immédiate du lectorat sur les plateformes versus un livre? Parce que, tu sais, un livre, on travaille là-dessus tellement longtemps tout seul, isolé, Ouais. qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de vertige qui s'installe parce qu'on se dit, est-ce qu'on est en train de passer un an, deux ans, trois ans de sa vie sur quelque chose qui... Hmm. Est-ce que tu as développé une espèce d'accointance à ça, là, la réactivité directe? Ah oui, j'adore ça. En fait, ça me permet de. Je sais pas trop comment l'expliquer, là, mais c'est ça, c'est une façon pour moi de. Je sais que j'ai comme une fenêtre, une genre de tribune où est-ce que je peux partager ce que je veux puis avoir un feedback tout de suite. Fait que c'est une façon pour moi de comme un peu dire Allô, j'existe encore, comme de façon très, mettons, fait un peu, pas vraiment marketing, là, mais tu sais, ça fait un peu genre Ah oui, n'oubliez pas mon existence. Mais aussi, je sais pas, je trouve que quand on publie comme ça du contenu, je sais pas, certains strips en particulier vont vraiment chercher les gens, puis là, ils vont avoir le réflexe de me raconter des affaires, même sur les... En fait, les gens, en général, même dans la vraie vie, je sais pas pourquoi, mais ils aiment vraiment beaucoup me parler. Quand je suis dans la rue, les inconnus me parlent. Les gens m'arrêtent, puis ils me racontent leur vie. Comme c'est quelque chose qui... Encore plus depuis que j'ai un chien. Puis c'est quelque chose que Ah oui. j'apprécie. Comme des fois, je suis pressée, puis ça me tente pas, mais c'est comme tellement nourrissant parce que ça m'intéresse de savoir que c'est les gens, ils veulent me raconter dans la rue. J'aime bien ça. Puis c'est vraiment une grande source d'inspiration. Puis je trouve que des fois, c'est ça que j'ai aussi avec les médias sociaux, que des gens que je connais, mes amis, mais aussi des gens que je connais pas, vont interagir avec ce contenu-là, puis me raconter d'autres histoires. Puis, je sais pas, je trouve ça merveilleux. Puis d'ailleurs, j'ai fait un fanzine avec ce truc-là, d'ailleurs, qui s'appelle Bon en dessin. C'est une fois, mon ami Guillaume, j'étais allée manger avec lui au restaurant, puis il m'avait dit, on parlait du concours de dessin de la Caisse populaire des Jardins qu'il y avait quand j'étais enfant. Puis il m'a dit moi, je l'ai jamais gagné ce concours-là. Puis lui, le reste du Québec, supposément, au moins une fois, chaque personne gagnait le concours de dessin de la Caisse des Jardins, OK. dont mon ami Guillaume. Puis là, il m'a dit qu'il avait gagné comme prix un petit gâteau aux carottes. Ça, c'était ça son prix. Puis là, ça m'a tellement fait rire au Ben là, restaurant. on dirait une histoire de Caton. Mais j'ai pleuré de rire quand il m'a dit ça. Mais c'était gênant, comme j'avais de la misère à arrêter. Puis là, en revenant chez nous, j'ai fait un strip là-dessus, qui est d'ailleurs dans Salade de Ouais. fruits. Puis là, quand j'ai mis ça sur Internet, les gens se sont mis à me dire Ah, mais oui, mais moi aussi, j'ai gagné le concours de dessin de la Caisse des Jardins et mon prix, c'était un chronomètre, un sac bleu lettre.
une serviette vraiment douce, des crayons de cire, un voyage sur un bateau. Puis je peux se rendre compte que c'était comme une madame ou un monsieur vendo à chaque caisse qui décidait ça allait être quoi le prix cette journée-là. Fait que je trouvais ça tellement beau que les gens, c'était comme une longue liste poétique d'objets que les gens me disaient que c'était ramassé avec ça chez eux. Fait que j'ai juste tout pris les réponses. Puis là, j'ai fait un fanzine avec ça, qui était juste une longue liste des prix que les gens avaient gagnés. Fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment manière de récupérer ça. Tu sais, c'est de l'information tellement drôle que puis les gens ont une manière de résumer c'est quoi qu'ils ont gagné. Des fois, c'est comme un résumé d'histoire comme j'ai gagné un voyage sur le Louis Joliette avec une madame qui avait le mal de mer. Comme tout est dans ces quelques mots-là. Je peux tellement m'imaginer d'affaires Ouais. et cette phrase-là. Fait que je me nourris beaucoup des réponses des gens sur Internet. C'est comme des courts-métrages, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est C'est ça. vraiment ça. Ouais, Il y a le côté aussi un peu cadavresque là-dedans. absolument. Ouais. Puis c'est ça que, donc, on revient à cette idée que toi, comme autrice, tu t'appropries ces choses-là et quand tu les racontes, on fait ah ben oui, c'est du caton. Peut-être que je choisis exactement comme le genre de tout le temps un peu le même type d'histoire où je le vire d'une certaine façon, mais ouais. Euh, j'ai envie de te poser cette question-là, peut-être pour clore l'entrevue, et les lectrices et les lecteurs de Salade de fruits, je pense, se meurent de connaître la réponse. Y es-tu bon, ton pain aux bananes, Caton? Il est vraiment bon. Quand j'essaie d'en faire une fois aux 15 ans, une fois par an, j'ai vraiment une bonne recette. Mais j'en fais pratiquement jamais. Comme là, j'ai genre 8 bananes vraiment mûres qui traînent sur ma table. Puis ça fait genre une semaine que je me dis, oh my God, un pain aux bananes, ça serait tellement bon. Je suis sûre que ces bananes-là, je vais les manger comme dans des céréales ou je vais les jeter. C'est ça qui va se passer. Si je suis honnête avec moi-même, il n'y aura pas de pain qui va se passer. Mais j'ai une bonne recette. Je l'ai sur mon ordinateur en ce moment. En tout cas, moi, je serais partant pour y goûter parce que c'est drôle parce que souvent, quand on parle aux gens, tout le monde fait un bon pain aux bananes. Oui, c'est vrai. Il y Je a pense personne qu'il qui y a, dit, ah, ma recette est ordinaire. ben, Mm. il y a plus de gens, je pense, qui font un bon pain aux bananes, qui font une bonne sauce à spag. Il y a Oui. comme une espèce de consensus où ben moi, je suis ouvert, hein. Pour vrai, j'aime beaucoup le pain aux bananes. Mon épouse en fait un extraordinaire, mais je suis convaincu que le tien est excellent aussi. Pour Oui, peu j'ai que tu donnes l'impression la que le peine. doigt dedans, c'est super bon. J'aurais dû en faire pour mon lancement, j'aurais dû en faire quelques-uns pour mon lancement, puis quelle Ouais, occasion manquée. ouais, mais en même temps, je pense que c'est encore plus drôle que tu n'en aies pas fait T'en as parce que, pas? Alors que j'ai assez de bananes chez nous pour faire littéralement des pains aux bananes pour tout le monde qui est venu à mon lancement. J'avais tous les ingrédients, mais je ne l'ai pas fait. Caton, merci beaucoup. Vraiment, c'est très agréable de te lire, autant dans ta production jeunesse que dans ta production adulte, parce qu'effectivement, pour moi, il y a pas de frontière. Tout ça, c'est un tout Mhm. organique. C'est une déclinaison de ta pratique, mais quand on entre dans ton univers, puis moi je le sais parce que comme dans mon ancienne vie de libraire, combien de fois des Mimos et Sam, j'ai vendu ça à des gens qui n'ont pas d'enfants. Ah ouais? Et le gag, c'est que je le savais d'avance. Il y a quelque chose qu'on développe quand on est libraire. Et je me faisais toujours un plaisir de poser la question, c'est pour vos enfants? Puis ils disaient, non, j'en ai pas. Hmm. Fait que je me disais, OK, ça, c'est vraiment des fans de Caton. Ils sont entrés, là, ils ont mis le bras dans le tordeur, puis ils ont été, Un sac de chips. ouais, dans le sac de chips, exactement. Euh, Écoute, c'est toujours un énorme plaisir de te lire. Je te souhaite encore beaucoup d'inspiration et de cette capacité-là que tu as d'absorber les choses et de les retranscrire et de les transmettre. Ben, Dieu que ça a l'air facile, mais je sais combien il y a du travail derrière ça. oui, mais c'est le fun. J'ai beaucoup de plaisir. En tout cas, je trouve que quand j'ai du plaisir, ça paraît sur le papier. Ah oui, c'est contagieux, vraiment, je te le confirme. Déjà, juste la couverture est hilarante, là, le sac de l'eau en pleine gueule. Déjà, c'est commencé, là, vraiment. Donc, félicitations pour
ce nouvel album qui est à la fois drôle, poétique et qui est infiniment personnel. Donc, je te souhaite bon vent pour la suite, vraiment. Merci. Merci pour tes questions et tes bons mots. Ben, merci à toi. Et puis, ben, on est toujours curieux du pain aux bananes. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être. Merci, Caton. Merci. Pour suivre Caton, rendez-vous au caton.net. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation BD, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.